Eh bien, bonjour Christian, merci beaucoup d'avoir accepté mon interview. Merci, bonjour Delphine. Alors, je suis vraiment contente de t'interviewer parce que tu es quand même la référence sur le sujet de l'argent en francophonie. Donc, j'ai tout un tas de questions auxquelles j'aurais grand plaisir que tu répondes. Et je sais aussi que toutes ces femmes qui me suivent, qui soient en reconversion et ou déjà entrepreneurs, vont écouter attentivement tes réponses. Donc, j'ai préparé voilà, tout ça et puis en accord avec toi. Du coup, dans un premier temps, j'aimerais que tu présentes un peu ton parcours, comment tu as cheminé, puis aussi si tu as quelques exemples un peu croustillants de ta relation à l'argent, ton cheminement, ça peut être bien intéressant. D'accord, merci, de plaisir. Donc, je suis économiste de formation, je suis suisse et ai travaillé 23 ans dans une grande banque suisse, une multinationale, et dans 17 ans comme conseiller en placement financier. Donc, j'avais un excellent revenu et malgré tout, j'étais dans une prison dorée, certes, la mienne dans le sens plutôt bien payé, mais une prison quand même, dans le sens que je m'essoufflais, il y a des choses qui me convenaient plus, mais je ne me croyais pas capable de faire autre chose et j'essayais de négocier avec mes différentes parts intérieures pour supporter ça un peu plus longtemps, régulièrement. Et il y a eu un premier, je dirais, choc en 2006, où suite à une formation avec Marshall Rosenberg, le créateur de la communication non violente. Je suis vraiment ressorti en disant, je n'en peux plus de ce métier, je change. Et j'ai changé de métier, mais tout en restant à la banque pendant 2 ans. J'ai vraiment complètement changé de métier, ce qui était pour moi déjà un pas important de montrer que je savais faire autre chose. Et puis surtout, j'étais au bon endroit en 2009, quand j'ai perdu mon job suite à la crise subprime. Il y a eu 5000 licenciements, j'en faisais partie, mais par contre, moi, je l'ai très bien vécu comme une grande chance et vraiment l'occasion de rebondir, de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Et si je pouvais faire ça, il y avait deux raisons. La première, c'est les 10 ans que je faisais ce qu'on appelle du développement personnel. Donc, j'avais accumulé un certain nombre de connaissances. J'étais un spécialiste de la communication non violente, entre autres. Et j'ai commencé à me former au coaching. Donc, je partais pas complètement vide, si on veut, à ce niveau-là. Et puis la deuxième chose, c'est que j'avais entre-temps pas massablement travaillé ma relation à l'argent, mon estime de moi également, ce qui fait que 2 ans avant, j'aurais pas du tout vécu ça de la même manière, mais à ce moment-là, il y avait comme quelque chose de magique, dans le sens que la vie m'amenait ça au bon moment, où je le prenais vraiment joyeusement. Ça veut pas dire que tout a été facile, effectivement, mais je le prenais joyeusement comme vraiment une opportunité, plus que comme un problème, comme beaucoup d'autres l'ont vécu, et je peux bien le comprendre. Alors, donc ça c'était en 2009, j'ai commencé début 2010, effectivement, comme indépendant, mais à l'époque où je commençais, je ne pensais pas du tout être un jour expert de la relation à l'argent. J'étais déjà organisateur de Peter Koenig, lui qui a fait des années de recherche des années 80-90 sur ce thème-là, et voilà, je le faisais venir 2 fois par année, mais à force de suivre tous ces ateliers que j'organisais, sans le savoir, je me suis imprégné de sa manière de faire, au point où assez rapidement il m'a dit, Christian, je ne viens plus, tu vas le faire à ma place. Donc, tout à coup, ça a comme amené une nouvelle corde à mon arc qui n'était pas du tout prévue, et sans imaginer une seconde qu'elle allait prendre toute cette importance aujourd'hui, qui est devenue vraiment mon corde, ma corde, j'ai plus qu'une corde à l'arc, presque, aujourd'hui. C'est Et ça n'empêche pas, peut-être, tu me posais la question off tout à l'heure, en disant, mais quelles étaient un peu les difficultés que j'ai rencontrées comme entrepreneur. Alors, déjà, c'est vrai que le fait d'être beaucoup plus serein avec la notion d'inconnu, qui, j'ai envie de dire, qui est pratiquement, je dirais, indispensable, dans le sens, c'est peut-être pas le mot juste indispensable, mais en tout cas, pratiquement chacun va vivre cette notion d'inconnu, de manque de visibilité. Et moi, j'avais vraiment très peu de réseau, j'avais zéro contrat en partant, donc je partais vraiment d'une feuille blanche, quoi. Donc, déjà, de vivre ça avec sérénité, vraiment, avec une confiance vraiment tranquille que ça allait marcher, j'ai vu déjà le pas que c'était et que justement les histoires d'argent n'étaient pas un problème à ce moment-là. Donc je me suis dit, si j'ai pu vivre, faire ce chemin-là en étant bourré de peur, alors je gagne passablement à peu de peur, je ne parle pas de peur, mais peu de peur, puis ça serait bien que d'autres puissent faire le chemin. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment encouragé à le faire. Donc, toute première chose que j'ai vraiment vécue comme difficile, ça a été, je me souviens, j'étais pris de panique un jour où j'ai eu un rendez-vous d'urgence et je devais aller, pour discuter de formation, je devais fixer un prix. Et j'avais jamais réfléchi au prix à la journée que j'allais demander, j'avais zéro idée, mais vraiment zéro idée. Tu vois, dans le métier de la banque, tu t'es jamais occupé de ce genre de choses-là et tout à coup, ça paraît idiot de le penser, mais j'ai même pas discuté autour de moi. Et je me souviens avoir téléphoné en panique à une amie formatrice en CNV, en disant heureusement qu'il a décroché, qu'est-ce que tu demandes, machin tout. Et en fait, son prix est devenu ma référence.
Bon, j'ai encore eu de la chance parce qu'elle était plutôt dans le haut du panier par rapport à d'autres, même si dans ce milieu-là, ils sont plutôt que des prix assez bas selon moi. Mais pour te dire, c'est devenu ma référence. Et d'ailleurs, ça a été accepté sans problème. Donc j'ai tout de suite vu que j'aurais pu demander plus, ça aurait passé aussi. Donc, mais c'est devenu une première référence, voilà, dessus. Donc, d'un coup, ne pas réfléchir à ça, ça vaut vraiment la peine d'en discuter, d'échanger avec plusieurs personnes de leurs différentes expériences pour se faire une idée et ensuite pouvoir poser quelque chose, l'esprit tranquille, j'ai envie de dire. Une deuxième difficulté que j'ai rencontrée durant j'ai principalement 2 premières années, mais c'est encore intervenu, même maintenant, ça m'arrive encore, c'est de devoir annuler des ateliers parce qu'il n'y a pas assez de monde. Tout à coup, dans un premier temps, j'étais vraiment l'organisateur de mes activités, j'animais des ateliers de 2 jours en communication non violente, d'autres choses, après relation à l'argent. Et les gens autour de moi disaient, waouh, dis donc, ça va bien ton business, j'ai vu toutes tes dates. Je dis oui, mais tu sais pas, c'est qu'une sur deux, je les annule. Donc, donc, il y a les apparences et il y a la réalité. Et la réalité est tout autre. Et là, c'est vrai que chaque fois, tu vois, tu mets les dates, ça te fait du bien, après tu vois pas d'inscription qui entre, tu vois des fois les choses qui serrent un peu à l'intérieur, un peu de stress qui arrive, et je garde pas, je fais pas, etc. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui demande de garder la foi. Vraiment, dans ces moments-là, de garder la foi, de continuer de croire en son projet, même si ça ne marche pas à ce moment ou à ce moment-là. Donc ça, c'était vraiment un deuxième point important. Et je dis, ça m'arrive encore, parce que j'ai des ateliers plus pointus, plus spécifiques. Tout à coup, ça m'arrive encore, tout à coup, pour une raison ou une autre, voilà, un atelier, il y a pas assez de monde et je l'annule. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai tellement d'activités que ça a moins d'impact, mais ça arrive encore, et je vois bien que ça me dérange quand même, parce que j'aurais envie que tout ait lieu, bien sûr. Et puis la troisième chose qui m'est venue aussi, c'était quand j'ai fait mon premier site internet. J'ai fait mon premier site internet et alors déjà d'être visible sur la toile, ça a déjà été quelque chose qui est venu me chercher intérieurement parce que ça me dit waouh, le monde entier potentiellement peut te voir, donc tu peux plus te cacher. Et puis il y a aussi le fait que j'ai choisi, que je ne me suis pas fait accompagner là-dessus. J'ai choisi un amateur éclairé qui m'a fait ce site. Il m'a pas coûté cher, mais m'a fait un résultat d'amateur éclairé, autrement dit un site qui a duré 6 mois, que j'ai pu recommencer au bout de 6 mois. Donc de l'argent foutu par les fenêtres. Et surtout, je me suis posé quand même la bonne question à ce moment-là. Parce que je venais de passer à la radio, voilà, qui avait été en plus dans les infos de 12h30. C'était vraiment un événement pour moi. Et le gars m'a dit, c'est dommage, j'ai pas de site. Vite, vite, faire un site, tu vois. Donc la précipitation. Et je me suis dit, Christian, tu as envie de faire de grandes choses et tu te donnes pas de grands moyens. Tu es complètement incohérent. Soit tu y crois, et si tu y crois, tu t'entoures de vrais professionnels, ou alors tu n'y crois pas, effectivement, tu t'entoures d'amateurs qui sont ce qu'ils sont, je ne les juge pas du tout, mais c'est simplement pour dire, tu vois, ce que je vis à l'extérieur, ou mes choix correspondent quand même à mon état intérieur et ce que je crois vraiment ou pas. Donc je suis parti de zéro, j'ai payé quelqu'un bien plus cher, j'ai fait un site bien, et là, effectivement, ça a été quand même une bonne leçon en ce qui me concerne, d'être cohérent avec ça. Euh, et puis, ce que j'ai envie de dire encore, c'est que cette peur de manquer auquel j'étais tellement sujet, ça me rattrape parfois. Donc, c'est pas parce que on fait tout ce chemin, je sais que ça existera toujours. Mais si tu veux, entre ça et toujours moins, et si tu veux, la grande différence, c'est que aujourd'hui, les peurs, je les vois toujours plus vite et je les traite toujours plus vite. Avant, la peur prenait le dessus et la peur était mon moteur. Que maintenant, je ne dis pas que ça ne m'arrive plus jamais, mais bien souvent, tout à coup, je la vois venir et tout à coup, je dis, je m'en occupe, je la traite, je me repose, je vais me reposer sur mes bases et je repose des actions à partir de cet endroit de tranquillité intérieure et pas cet endroit de peur. Donc ça, c'est important de savoir, je pense qu'on va tous vivre ça d'une manière ou d'une autre, et c'est important de connaître les indicateurs, comment ces peurs se manifestent. Et puis la dernière chose, c'était vraiment, j'ai touché un mot, c'est gérer l'inconnu. Gérer l'inconnu, encore maintenant, tu me demandes ce que je gagnerai l'année prochaine, je n'ai pas la moindre idée. J'ai déjà des séries de contrats l'année prochaine, même en automne l'année prochaine, mais des activités qu'on me demande dont je ne suis pas certain que ça aura lieu parce que ça dépend de certaines conditions. Donc si ça a lieu, je dis ah ben tiens, je peux déjà dire que ce sera un joli mois, le mois de septembre l'année prochaine, mais si ça n'a pas lieu, ben c'est zéro. Donc tu vois, gérer cet inconnu, ça demande encore une fois d'être capable de faire face je dirais, c'est un travail de lâcher prise. En fait. C'est lâcher le contrôle et entrer dans le lâcher prise. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, tout Non, si, ça. si, c'est très riche et je dirais il y a le lâcher prise et avoir la foi, comme tu disais. Donc, tes exemples sont vraiment très, très, très parlants. Et je vais juste noter,
enfin aussi brièvement là quand tu dis voilà maintenant je sais voir la peur plus tôt et je sais du coup la résorber. Est-ce qu'il y a des outils, des techniques plus particulièrement qui t'aident? Ok, alors un de mes amis avait cette phrase-là qui disait quand il y a une peur, lui disait est-ce qu'il y a vraiment un lion en face de moi? En disant s'il y a un lion en face de moi, j'ai une bonne raison d'avoir peur parce qu'il y a un danger là tout de suite, immédiatement. Mais vous verrez que la plupart du temps, vous imaginez des lions là où il n'y en a pas. Mhm. Et c'est donc cette question que je me pose en disant est-ce qu'il y a un problème tout de suite là à l'instant? Ah non, puis tout à coup je vois, ben non, non, il y a une entrée qui est prévue dans 3 mois, qui arrivera pas dans 3 mois. Il y a un truc qui est annulé dans un mois et qui est pas, tu vois. Il y a des choses comme ça, mais il n'y a pas un problème tout de suite là maintenant. Et il n'y a rien qui me dit que dans le mois ou les 3 mois, il n'y a pas d'autre business qui arrivera, il n'y a pas d'autres entrées qui arriveront. Je n'en sais rien. Donc ça me permet que j'apprenne un pas de recul. Et des fois, ça m'arrive aussi de parler avec ma peur. Je la prends, je mets une chaise qui la représente ou un coussin qui la représente pour la mettre hors de moi et dialoguer avec. Ça peut même m'arriver de dialoguer. C'est pas moi, je l'ai plus fait, mais je le faisais assez régulièrement à une époque. Je passais d'une chaise à l'autre entre moi et la peur et je dialoguais. Ça me donnait plein d'informations et quelque part, là, j'ai rassuré ma peur pour que finalement elle a le nouveau se coucher tranquillement et qu'elle me laisse tranquille. D'accord, ok, bon bah très très bien. Alors du coup, je voulais commencer par que tu nous expliques selon toi, pourquoi est-ce que tu penses que l'argent est tabou? Surtout Alors, en France, oui, bien mais sûr. je pense que c'est Alors, pareil ailleurs. en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, même au Québec, je pensais que ce serait plus décomplexé, voilà, au Québec, et non, je me rends compte que c'est aussi le cas. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. J'en ai vu trois, mais il y en a peut-être plus que ça. Alors, il y a un, c'est quand même la religion a comme véhiculé les choses sur l'argent. Tu vois, quand on dit que le riche a moins de chances d'entrer au paradis que le chameau dans le chat d'une aiguille, ça Mhm, veut quand même dire ce que ça veut dire, quoi. Hein. Donc, pas de place au paradis pour les riches, quoi. Hein. Donc, quelque part, pas bien, quoi. Hein. mhm, Mais après, je suis pas en train de dire que tous les textes de la Bible disent ça. Simplement, j'ai l'impression que c'est quand même plus ce qui a été ressorti. mhm. Hein. Donc, c'est important de voir qu'on est imprégné quand même de, c'est comme pas mal d'années, c'est comme 2000 ans, tout ça, hein, qu'il y a toutes ces choses-là. Donc, il y a une première chose. Après, il y a une deuxième chose qui est ce que j'appellerais, alors particulièrement pour les Français, c'est la Révolution. Et je vois parce que, comme je dis souvent, c'est tabou partout, mais en France, c'est tabou de chez tabou. Il y a vraiment un truc particulier chez les Français. Et c'est vrai de voir qu'on a coupé les têtes à une époque de ceux qui avaient de l'argent. Ouais. Donc, le fait de surtout pas en parler, ça, on ne sait jamais, ça peut être dangereux si ça se sait. Et vraiment, c'est quelque chose, en France, c'est vraiment particulier. Quand on n'en parle pas, on ne montre pas, on veut pas créer de jalousie, on veut pas se faire remarquer. Bah, c'est vraiment, surtout dans le business, je dirais. Si c'est comme artiste, comme sportif, ça passera bien, il n'y a pas de Oui. problème. Mais dans le business, c'est vraiment mal vu. Et Donc, excuse-moi, du coup, Christian, excuse-moi parce que je t'avais déjà entendu dire que en Angleterre et en France, il y a autant de gens qui achètent des Rolls-Royce, mais à la différence, en Angleterre, ils le montrent et en France, ils le cachent, c'est ça? voilà, en Angleterre, on roule avec, en France, on le laisse dans le garage, tout à fait. C'est vraiment ça. Hein. Ouais, c'est même exemple qui est très parlant et j'aime beaucoup cette phrase de Coluche, il parle de la France en l'occurrence, qui dit en France, c'est connu, les riches sont des méchants, les pauvres sont des gentils, et bien sûr, tout le monde veut devenir méchant. Mm. Et je trouve magnifique cette phrase parce que ça parle bien de ce conflit intérieur, tu vois. C'est pas bien d'être riche, mais au fond, j'ai envie d'être riche. Oui. Et vraiment ce truc-là, parce que, voilà, donc il y a vraiment ce côté-là qui est très fort. Puis je pense qu'il y a une troisième chose aussi qui est aussi en lien avec l'éducation. C'est-à-dire que suivant ce qu'on a entendu dans notre éducation par rapport aux riches, par rapport à ceux qui ont de l'argent, sur quel milieu on vient, sera aussi, parce que, enfin, il y a non seulement le milieu, mais si tu veux, j'entends comme souvent des personnes qui ont eu dans leur enfance surtout pas parler d'argent. Ah non, dites pas ça à l'extérieur, ou on se cache pas à dire qu'on a fait ça ou qu'on a les vacances là. Enfin, il y a tellement de choses comme ça cachées où les enfants, on leur a déjà fait comprendre qu'il fallait pas parler d'argent, etc. Donc, ça laisse sous-entendre que c'est un truc pas bien aussi. Ouais. Et ça, c'est quel que soit le pays, tu dirais. Alors, en tout cas, dans ces pays francophones, les Ouais. cinq auxquels je fais allusion, pour moi, ça ne change rien. Mm. Alors, là, j'ai peut-être vu au Luxembourg qu'il y a beaucoup plus de belles voitures au Luxembourg qu'ailleurs. Un ami qui roule en Porsche, je dis, c'est pas un problème pour toi de venir en Porsche au travail. Il dit non, il y en a tellement. Ouais. Tu vois, alors que je connais des patrons d'entreprise en France qui viennent avec une petite voiture pour ne pas créer de jalousie, alors qu'ils ont une belle voiture et qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. Enfin, ils font pas ce qu'ils veulent. Ils ne se sentent pas libres de faire ce qu'ils veulent. C'est ça. Mm. Mm. Ok, merci beaucoup. Alors, en quoi, selon toi, il y a un lien entre l'estime de soi et l'argent? Alors, je dirais que donner de la valeur à ce que je fais est d'autant plus difficile si
je n'arrive pas à me donner de la valeur à moi, qui je suis. Mhm. Parce que l'estime de soi, déjà, tu vois, on estime la valeur d'un objet immobilier, on estime la valeur d'une voiture. Mhm. Donc l'estime, c'est déjà donner une valeur. L'estime de soi, c'est quelle valeur je me donne. Alors c'est sûr qu'on ne se donne pas une valeur, je vaux 10 000, 100 000, je sais pas quoi, hein. Mais autrement dit, quel regard j'ai sur moi. J'ai un regard bienveillant, positif. Est-ce que j'aime l'être que je suis? Ou est-ce qu'au contraire, ça fait peur, je trouve que je suis pas assez bien, etc. Donc, et c'est encore plus marquant, je dirais, quand on est dans les services. Parce que quand on construit quelque chose, je pense de la technique principalement, on peut, entre guillemets, se réfugier derrière un certain nombre d'heures, du matériel, des choses plus facilement que quand on a du service, où il y a vraiment voilà, il y a quelque chose de plus invisible, j'ai envie de dire, dans ce sens-là, même si, quand je dis ça, je me rends compte pour les artistes, ça a beau être visible, c'est aussi difficile pour eux également, bien souvent. En tout cas, ceux qui font la sculpture, la peinture particulièrement. Donc, c'est pour ça que déjà, comment je peux donner de la valeur si je n'arrive pas à m'en donner? Donc ça me paraît vraiment important. Après, il y a aussi la notion de si j'ai une meilleure estime de soi, de moi, je peux mieux faire face à l'incertitude dont je parlais tout à l'heure. Parce que pour moi, en lien avec l'estime de moi, ça vient aussi réveiller ma confiance à faire face à ce que la vie va me présenter. Si je sais que j'ai des ressources au fond de moi, que je saurai rebondir, je saurai demander du soutien, je suis beaucoup plus tranquille et serein que si je ne pense que quoi qu'ici m'arrive des trucs, je peux compter sur rien ou que sur moi, ou que sur mon argent, comme je l'ai fait pendant longtemps, à vouloir économiser pour essayer de faire des réserves, au cas où il arriverait quelque chose. Donc, si tu veux, on fait moins bien face à l'incertitude parce qu'on se donne moins confiance à ses capacités à rebondir. Donc, ça veut dire que dans bien des cas, on pourrait vite baisser les prix, on pourrait vite voilà, faire des situations comme ça, tu vois, à partir d'un endroit de peur, pour essayer de se rassurer. Et puis au fond, ça marche pas bien du tout d'ailleurs, voilà, comme tactique. Alors, je dis pas qu'on ne doit jamais faire ça de mon point de vue stratégique, mais à part ça, c'est de voir toujours de quel endroit intérieur ça part quand je fais ça. Ça part de la peur, de l'émotionnel ou vraiment d'un endroit tranquille. Et puis il y a aussi, j'ai pris 2, 3 notes, je regarde aussi. Oui, il y a aussi la notion de mieux se respecter dans les négociations. C'est-à-dire que si j'ai peu d'estime de moi, je vais donner le pouvoir à l'autre de décider, parce que j'estime que je ne suis pas une partie prenante qui a de la valeur. Bon, moi, j'ai vécu longtemps où je ne négociais aucun salaire, on me disait combien on allait me payer, point final, mais qui était très parlant de mon manque d'estime de moi. Ça pourrait se manifester de la même manière en tant qu'indépendant, entrepreneur. Ça coûte d'aller discuter avec un fournisseur, on va discuter avec un client pour une offre, et tout à coup, qu'on n'arrive pas à être d'égal à égal, si tu veux, dans la discussion de la négociation. Et que là, on pourrait accepter des choses qui ne sont pas franchement acceptables par manque d'estime de soi. C'est ça. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu dirais est-ce que tu dirais qu'il y a une ou des différences entre les hommes et les femmes en rapport avec l'argent? Mm-hmm. Alors, je dirais qu'il y a d'abord et avant tout des points communs. C'est-à-dire qu'on rencontre les mêmes genres de comportements sur les grandes lignes des hommes et des femmes. Pour certains, doivent faire des réserves, pour d'autres, des dépenses compulsives, des situations de surendettement. Enfin, là, il n'y a pas vraiment de différence. Mais où il y a quand même des singularités, je dirais, plus féminines, je dirais déjà que les femmes, elles partent avec un historique qui n'est pas du tout le même que les hommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de ces générations que les femmes travaillent de manière rémunérée, j'insiste là-dessus, parce qu'elles ont toujours travaillé, mais pas de manière rémunérée. Et que même, je dirais, dans un premier temps, à part des situations particulières où l'homme n'amenait pas d'argent, bien souvent, c'est un métier d'appoint. Et un métier d'appoint, combien de fois j'ai vu dans mon ancien métier des femmes qui faisaient thérapeutes, masseuses, du massage, ou qui avaient des magasins d'habits, par exemple, et qui ne se versaient aucun salaire, pratiquement aucun salaire. Une fois qu'ils avaient payé leurs charges, il ne leur restait rien. Et c'était pas bien grave parce qu'il y avait un homme qui gagnait assez d'argent dans la famille. Donc on voit que ça a été compliqué déjà pour beaucoup quand même de s'autoriser à ça, et que finalement au niveau de l'échelon je veux dire du couple, c'est quelque chose d'assez nouveau finalement vu sur une grande longueur de temps. Alors ça ne justifie pas, en tout cas dans le sens de ça n'excuse pas certains comportements, hein, quand je dis ça, j'en ai que ça très clair, mais c'est plus d'expliquer que peut-être il y a un chemin qui est un peu plus long peut-être, ou en tout cas qu'elle ne part pas du même endroit que les hommes à ce niveau-là. Après, il y a une autre chose, c'est moi ce que j'appelle, alors, particulièrement quand il s'agit de négocier des prix, et particulièrement aussi dans les services, il y a ce que j'appelle l'ombre de la salope ou l'ombre de la pute, la prostituée, on va mettre le mot qu'on veut. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif,
depuis très longtemps, les femmes qui se mettaient en avant, qui s'affichaient et qui demandaient de l'argent, c'était les prostituées. Et si tu veux, les femmes, elles portent ça encore, avec plus ou moins de force pour les unes ou les autres. Et au fond, ce qui fait que, mais c'est inconscient, hein, quand j'amène ça dans les ateliers, beaucoup de femmes se rendent compte qu'il y a ça qui se joue, mais elles n'avaient jamais eu conscience de ça. Donc, ce qui fait qu'on n'ose pas trop s'afficher, pas trop se montrer, on n'ose pas être trop, entre guillemets, dur en affaires, parce que si je négocie trop, ça fait vraiment penser à la pute ou à la vénale, tu vois, qui pense qu'à l'argent, ce genre de choses-là, et qui fait que beaucoup vont rester en retrait, vont se faire petites, vont accepter les choses qui sont pas très acceptables, et voir, je connais pas beaucoup qui ne se montrent pas, hein, qui font même que des discussions via mail et autres. Il y a vraiment quelque chose qui est encore compliqué. Donc aussi longtemps que je suis en résistance avec que j'ai cette peur de passer pour, si tu veux, ça m'handicape en quelque sorte. Ça m'handicape, je suis handicapé tant que j'ai cette peur-là. Donc c'est vraiment comment on peut se libérer de cette peur pour pouvoir justement sortir de là, en l'occurrence. Donc je dirais ça, c'est vraiment les points particuliers que je vois. Après, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on va y revenir sur la notion d'entrepreneur au féminin, que voilà, il y a vraiment un historique aussi pour les femmes qui est aussi un peu plus récent aussi, avec son lot de difficultés. Oui. Donc du coup, je voulais te demander, donc qu'as-tu remarqué par rapport aux femmes qui veulent se reconvertir, quels sont les freins les plus fréquents? Oui, alors je dirais que un des freins, c'est de vouloir s'attacher ou s'accrocher à leur notion d'autonomie et d'indépendance. Autrement dit, tu vois, j'ai un métier, même si je me plais plus, je gagne de l'argent, mais au moins ça m'amène à un certain niveau d'autonomie et d'indépendance financière, j'insiste sur le financier parce que c'est bien que de ça qu'il s'agit, qui fait que ça me rassure. Et tout à coup, si je vais pas faire je vais faire le passage là, je n'aurai plus ces revenus assurés et j'ai peur de perdre mon autonomie, j'ai peur de la notion de dépendance financière. Et que ça qui fait que des femmes vont, et non seulement vont, mais je vois passablement qui s'accrochent à un travail où elles souffrent, quitte parfois à se laisser maltraiter, dans le sens qu'elles souffrent beaucoup. Voilà. Et ça, je pense que c'est important d'aller voir cette difficulté, cette peur-là, parce que c'est aussi quelque chose que je rencontre très souvent dans mes ateliers et qu'on peut vraiment traiter. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, j'avais noté, ouais, les femmes sont quelque part, comment dire ça, moins ambitieuses parfois, je trouve, euh, et y croient peut-être moins. C'est comme si c'était plus compliqué de croire vraiment son projet, euh, euh, et surtout, ouais, tu vois, je prends un exemple, une femme pour dire qu'elle a cette compétence-là, elle va vraiment être exigeante avec elle-même pour le dire, quoi. Alors que je vois beaucoup d'hommes, ils savent baragouiner quelques mots dans une langue, puis ils vont te mettre l'italien ou l'espagnol, tu vois. Alors que la femme, elle voudra un certain niveau. Donc, il y a une sorte de niveau d'exigence avec elle-même qui peut être un frein qui, quelque part, font qu'elles vont se faire plus petites qu'elles ne le sont. Et ça ne va pas les aider, bien sûr, parce que ce niveau d'exigence fait qu'il y a comme jamais assez, si tu veux. Oui. C'est comme s'il y avait tellement ce devoir prouver quelque chose, qui fait qu'à un moment donné, ben, c'est déjà un premier piège, il n'y a rien à prouver, bien sûr. C'est de soi que ça se passe. Et voilà, donc c'est ça. Et puis après, il y a quand même la notion de peur de manquer, qui est quand même assez forte, parce que bon, elle existe chez tout le monde, hein, la peur de manquer. Mais simplement, je veux dire, ceux qui ont cette peur de manquer là, ça reste comme un gros frein sur le fait d'oser se lancer parce que on s'accroche à la sécurité d'un emploi rémunéré malgré son lot de souffrance, malgré son lot d'inconfort, tu vois. Donc, encore une fois, c'est encore intérieurement qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment prêt à faire face à l'inconnu qui fait qu'on va s'accrocher à quelque chose d'extérieur. C'est pas grave, hein, c'est surtout de le voir, pour le traiter, pour pouvoir se préparer à ça, parce que ça se prépare tout ça. Oui, c'est ça. Mais du coup, quand tu dis elles sont pas assez ambitieuses, c'est dans cet aspect, le côté confiance en elles et avoir l'impression qu'elles sont pas assez et donc du coup pas oser dire ce qu'elles veulent vraiment, vraiment quoi. Ne pas oser voir grand souvent, tu vois. Ouais. C'est dans ce sens-là. Ne pas oser voir grand, c'est vraiment on va faire un petit business là. D'ailleurs, souvent, ils vont mettre des mots petits, tu vois, ça va être des choses comme ça, qui fait qu'ils vont trahir peut-être une certaine forme d'insécurité quand même. En tout cas, on y croit, quoi, mais avec des limites, quoi. C'est ça. Ouais. Et du coup, quels conseils ou pistes de réflexion tu aimerais leur transmettre pour les aider à dépasser
ces blocages, donc quand elles sont dans cette voie de se reconvertir? Alors, ça va justement demander de travailler et de pouvoir accueillir, on va pas pouvoir le faire là parce que c'est tout un processus, mais que je fais moi-même dans des ateliers, dans certains bouquins, de travailler cette perte d'autonomie, d'accueillir cette perte d'autonomie et cette notion de dépendance financière que je vais devoir accueillir parce que ça sera ma réalité pendant un certain temps. J'insiste là-dessus. Et qui peut être autant en lien avec c'est un conjoint qui va peut-être un compagnon de vie qui va m'amener l'argent, que ça peut être le chômage, que ça peut être différentes choses, hein, mais c'est le même principe. Si ce n'est que le chômage, c'est limité, ça fait moins peur. Le chômage, en principe, ne nous laisse pas tomber. Le compagnon de vie, on ne sait jamais, tu vois. Donc, ça veut dire déjà que tant qu'il y a cette peur-là, ça sera travailler cette peur et cette perte, parce que ça va être, comme je disais, une sorte de passage obligé, ou presque à tous les cas, je vais obligé en guillemets, pour pouvoir le vivre pleinement, en quelque sorte. Et puis, en fait, c'est aussi de voir que, de toute manière, nous sommes tous dépendants. C'est-à-dire que la dépendance n'est pas un choix de vie, c'est un fait de vie. C'est que nous sommes dépendants, pas forcément financièrement, mais que nous sommes dépendants de plein de choses dans la vie. Nous sommes dépendants déjà tous de l'air que nous respirons, avec peu d'impact personnellement sur l'air que je respirais dans les 20 prochaines années. Je peux faire attention, mais pas. Demain ou après-demain, je prends le TGV pour aller à Paris. Je suis complètement dépendant d'un pilote de train, d'une équipe d'aiguillage. J'ai zéro impact. Donc, il y a plein de situations d'indépendants. Donc, c'est pas un choix, c'est un fait de vie. Donc, de pouvoir accueillir cette dépendance-là, ça nous ouvre, ça peut paraître surprenant, mais ça nous ouvre plus de liberté, de vouloir s'accrocher à une sorte d'autonomie. Voilà. Et de toute façon, l'autonomie, c'est encore, on peut parler d'autonomie financière, de toute façon, on n'est jamais autonome. Moi, je vois qu'il y a plein de domaines, y compris techniques, dans lesquels je suis pas du tout autonome de mon activité, et il n'y a pas de problème, je trouve les bonnes personnes qui vont m'amener ce que je ne sais pas faire. Donc, il y a ce passage-là, et donc c'est plutôt, pour moi, derrière tout ça, j'appelle se relier à son cœur, dans le sens de se relier au sens de l'activité que je propose à son cœur, plutôt qu'à ses peurs, où là on serait plus dans l'ego. Alors que je me relie à mon cœur, vraiment à quoi j'ai envie de contribuer, à quoi qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à l'extérieur, je vois à quel point ça me donne de l'énergie, ça vient d'un endroit, tu vois, chaud, qui a de l'enthousiasme, alors que si je me relie à mes peurs, il y a de l'agitation. Donc c'est pas du tout la même énergie, donc c'est important d'être en lien avec ça. Moi, je dirais pour celle qui veut se lancer, ça peut valoir la peine parfois aussi, surtout si on a un peu de peur, d'avoir un plan B, avec un délai. C'est-à-dire que dit, ok, ça serait si dans une année il y a, voilà, je pose des conditions, alors voilà ce qui se passera. Et ça permet de se donner un laps de temps où on peut s'engager à fond, parce que on sait déjà qu'il y a une situation derrière, voilà, qui est possible, en tout cas voir quel est ce plan B pour rassurer quelque peu. Avec un tout petit piège quand même, c'est que quand je vois des personnes qui ont un plan B, ils ont de la peine à lâcher prise. C'est qu'ils veulent tellement que ça réussisse pendant, et plus je veux que ça réussisse, plus je crée de la résistance en face. C'est ça. Ouais, parce qu'en fait, dans ce que tu amènes, moi de mon expérience, ce que je vois, c'est que finalement, comme elles ne savent pas ce qu'elles ne savent pas, bah, elles peuvent commencer à lâcher, éventuellement envisager un plan B, mais finalement, elles vont se raccrocher à ce qu'elles connaissent. Moi, souvent, ce que je dis, c'est bah, faites-vous accompagner, comme ça, au moins, le chemin est balisé, les étapes sont claires, ça va vous rassurer. Mais je trouve que sinon c'est pas évident parce que elles savent pas en fait. Donc l'inconnu à ce moment-là, avec tout ce dont tu parles, de lâcher prise, d'indépendance financière, sécurité financière, il y a tellement de choses qui se jouent que effectivement c'est un moment assez clé en fait pour pas rester seul. Et je dirais, alors bon, bah là je prêche pour ma paroisse bien sûr, mais je pense que de travailler sa relation à l'argent avant de se lancer, au moins de se lancer, c'est se donner aussi plus de chance parce que je vois tellement de personnes talentueuses qui inconsciemment se sabotent et que je trouve que c'est du gâchis, c'est pas qu'ils n'ont pas de talent, c'est pas qu'ils ne s'engagent pas, il y a d'autres choses plus subtiles qui se jouent. Donc c'est vrai que moi j'adore que je peux travailler avec les entrepreneurs qui débutent pour justement éviter les problèmes qui vont arriver plus tard peut-être. Exactement. Et donc du coup, est-ce que tu avais fini sur cette question-là? Oui, tu avais fini. Ouais. Et donc par rapport aux femmes qui sont déjà lancées, quels sont pour toi les freins les plus fréquents que tu aies vus, femmes entrepreneurs? Alors, je reviens un petit peu sur une chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est de réussir à valoriser dès le départ son activité. Parce qu'un des pièges, c'est que comme je suis débutant, je mets des prix bas et je peux m'emprisonner avec ces prix bas, parce que j'ai de la difficulté à les remonter après. Il faut toujours voir que c'est vrai que
c'est difficile d'augmenter ses prix de 40-50% avec une clientèle déjà existante qui ne vont pas comprendre forcément, sauf si c'est explicité très clairement, voilà, prix de lancement dès telle et telle date, c'est ce prix-là, mais au moins qu'il y ait cette clarté-là éventuellement. Donc ça, c'est un premier piège de vouloir mettre des prix trop bas d'entrée. Après, j'ai cette notion de s'engager pleinement, et je pense que c'est important que je dise s'engager. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup de femmes qui, parce qu'elles ont d'autres casquettes, mère de famille principalement, épouse, peut-être fille qui va encore s'occuper de ses parents ou d'activités à l'école ou je ne sais quoi, quelque part, elles ne se donnent pas les moyens de s'engager pleinement. S'engager pleinement, ça ne veut pas dire faire que ça, mais c'est de vraiment des espaces où je peux vraiment être pleinement là-dedans et d'y croire. Parce qu'au fond, je vois trop de personnes qui ne se donnent pas les moyens de réussir. Comme peut-être une bonne idée, mais inconsciemment, ne se donnent pas les moyens de réussir, donc se sabotent. Donc, il y a comme une... c'est intéressant d'aller se poser la question, en fait, et si je réussissais bien au-delà de ce que j'imagine, quelle serait ma peur? Ouais. Je pense que c'est important d'aller la dénicher, parce que tôt ou tard, on va se saboter, on va se mettre ce que j'appelle des plafonds de verre, en quelque sorte. C'est ça, oui, parce que finalement, échouer, c'est assez normal, mais réussir, finalement, on est assez ébahi des fois de se voir réussir, même au-delà de ce qu'on aurait pu penser. Donc, je trouve que ça, c'est pas normal, finalement, on n'a pas l'habitude. Ça paraît bête dit de l'extérieur, mais pourtant, je peux dire que c'est très fréquent. Moi, des plafonds de verre, j'en ai pété 2 ou 3 encore dernièrement, et chaque fois, je vois que ça me limite à un certain niveau, et tout à coup, ça te demande d'aller à un niveau supplémentaire. Donc, là, il y a quelque chose d'intéressant. Je l'ai rencontré 2 fois la semaine passée encore avec des femmes entrepreneurs qui avaient la peur de gagner plus que leur partenaire de vie. Oui. Et je trouvais intéressant d'aller voir qu'elles disaient, mais si je gagne plus, c'est comme si je lui enlevais son rôle et il ne va jamais le supporter. Tu vois, c'est vraiment ces croyances-là, quoi. Et c'est comme si lui, au fond, il disait, il existait que pour être le pourvoyeur, mais c'est sûr qu'en tant qu'homme, je le vois bien, que nous avons ça dans nos cellules encore, que nous sommes effectivement ceux qui ramenons le gibier à la maison, quoi. Il y a encore ça cellulairement. Et c'est vrai que ça m'arrive de rencontrer des hommes qui sont démunis, que leur femme gagne plus qu'eux, ou s'ils sont au chômage, n'importe, parce que c'est comme si on leur enlevait ce qui semble être leur seul rôle pour eux, et qu'ils disaient, mais à quoi je sers, à coup, hein? Il y a une sorte d'impression d'inutilité, d'impuissance, et l'impuissance pour un homme, c'est quelque chose d'horrible, pour beaucoup, et comme sensation. Donc, ce qui fait que les femmes vont se limiter, et si tu veux, quand j'en discutais, j'accompagnais ces femmes-là, il y a 2 choses. La première, je leur disais, mais tu vois, si tu te limites pour pas gagner plus que lui, quelque part, inconsciemment, tu le prends pour un petit. Tu vas pas réussir à faire face. Donc déjà, tu es déjà présent dans une posture de maman et tu n'es pas d'une posture d'égal à égal. Je vais prendre soin de toi. Et au fond, je dis, mais pourquoi pas échanger là-dessus? Alors, une disait, jamais de la vie, tu vois. Et l'autre disait, oui, je crois que c'est ce qu'on va faire. Mais donc, tu vois, quand il y a une peur comme ça, des conséquences, parce que je pense qu'il y a dans bien des situations, les hommes n'auraient pas de problème, ils prévoient les avantages aussi, que l'autre gagne plus, suivant comme la manière dont en plus les tâches se partagent, l'argent se partage dans le couple, etc. Donc c'est intéressant ce que tu dis, excuse-moi, parce que c'était une question après, mais moi ce que j'ai vu aussi, c'est que c'est la peur du mari de voir sa femme devenir encore plus indépendante. Et ça aussi, c'est une peur que peut avoir une femme entrepreneur, mais aussi que peut projeter son mari de quelque façon que ce soit. Et je trouve ça aussi fort intéressant dans le couple. Très clairement, si tu as des hommes qui sont effectivement dans la peur de perdre l'autre, qui sont peut-être jaloux et qui vont utiliser l'argent comme un moyen de pouvoir, tu vois, quelque part, elle ne pourra pas faire sans moi parce que je lui donne l'argent, je sais pas quoi, et tout à coup, leur moyen tombe à l'eau, ils se trouvent démunis, et ça peut générer parfois certaines formes de violence, en tout cas à travers des mots, des attitudes, etc. Donc, là, on est déjà dans des situations qui sont déjà pas très claires au départ, bien sûr, et dans des situations où il y a un manque, alors je fais beaucoup la communication également, où il y a des enjeux cachés qui doivent absolument être mis au grand jour pour éviter, ou alors c'est pas la bonne personne. La personne, moi, je dis toujours dans un couple, si l'autre m'empêche de me déployer, je crois que c'est pas la bonne personne. En tout cas, moi, autant mon époux, je dis, mais c'est moi, je t'empêche de te déployer. S'il te plaît, dis-le-moi et où tu te barres, où on va changer les choses. Et si tu m'empêches de me déployer, c'est pas juste non plus. On a ni l'un ni l'autre, on a à s'encourager et pas à s'empêcher. C'est ça. Ouais. Voilà, c'est envie de dire par rapport à ça. Ouais. D'accord. Donc du coup, en fait, voilà, c'était aussi qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur transmettre ou des pistes de réflexion pour les aider à dépasser ces blocages. Ouais.
Alors, si je reviens sur la notion de difficulté à poser un prix, souvent j'aime bien poser la question, c'est dire, au moment où je pose un prix, je nomme un prix, quelles seraient mes peurs de ce qu'on pourrait dire de moi en lien avec le prix que je dis. Parce que souvent, quand les personnes disent un prix, d'ailleurs, je vois, hein, des personnes disent j'attends le dernier moment qu'on parle de prix, ou enfin, j'attends que l'autre vienne dessus parce que je ne vais pas amener ça moi-même. Et est-ce que j'arrive à regarder l'autre en face dans les yeux quand je dis mon prix, parce que je baisse la tête, je regarde ailleurs, ou est-ce que j'arrive à donner mon prix sans commencer à le justifier quand on m'a rien demandé du tout. Tu vois, qui sont deux tests pour moi de montrer que je suis vraiment aligné avec mon prix. Et, euh, et en fait, si on va voir derrière ces peurs, voilà, moi, c'est ce que j'entends souvent. Peur de passer pour voleur, qu'on dise de moi que je suis une voleuse. Peur de passer pour injuste. Ah non, c'est injuste, toi qui es pris, t'es pas accessible à tout le monde, par exemple. Peur de passer pour profiteuse. Ah non, mais tu profites du mal-être de ci, de ça des gens pour gagner des sous, par exemple. Peur de passer pour illégitime. Ah non, mais qui suis-je? J'ai pas assez de diplôme, de machin, etc., qui fait que je ne vais pas mettre ce prix-là parce qu'on pourrait me le reprocher, j'ai pas fait un master ou une école certifiée ou je sais pas quoi. Et peur de passer aussi dans le même ordre d'idée pour imposteur, on dit qu'une femme, impostrice, imposteur, je sais pas. Voilà. Et ça, c'est vraiment ces peurs-là, je les rencontre très, très régulièrement, mais elles sont inconscientes. Donc là, vraiment, je les mets en conscience avec ces personnes-là. Et encore une fois, de voir qu'au moment où on accueille ces parties de soi, parce que ce sont des parties de nous, on cesse d'avoir peur. Au moment où je suis en paix avec le profiteur en moi, eh ben, ça m'est égal qu'on dise de moi que je suis un profiteur, parce que là, c'est vrai que je suis un profiteur. J'essaie de profiter de la vie à chaque instant, de tout ce qu'elle m'offre. Je suis réellement un profiteur et je l'assume. Mais tu vois, tant que je rejette cette partie de moi, je ne supporte pas qu'on puisse dire ça de moi. Et ça, ça va m'empêcher d'être libre. Chaque fois que j'ai des peurs, qu'on pense ou qu'on dise des choses de moi, ça m'empêche de faire ce que je veux. C'est pour ça que c'est important d'aller dénicher ces choses qu'on pourrait dire de nous qui seraient assez insupportables à entendre, parce que ça nous limite beaucoup, beaucoup trop. Et vraiment de se rappeler que même si l'autre dit que c'est injuste, que c'est du vol, que je suis une profiteuse ou je me vois comme illégitime, je sais pas quoi, ce n'est jamais la réalité. C'est où la vision de l'autre? La vision de l'autre, c'est que sa perception, ou bien c'est le film que je me fais de moi à moi, mais qui n'est pas la réalité non plus. C'est juste un film que je me fais parce que s'il suffit d'être certifié pour être bon dans son domaine, ça se saurait, quoi. Il y a tellement d'autres choses qui sont bien au-delà des certifications. Voilà, on voit que tous ceux qui sont venus de médecins ne sont pas médecins de même niveau, de même qualité. Même chose pour ceux qui sont coachs certifiés ou qui sont, je ne sais pas quoi, certifiés. Ils ne sont pas tous de la même qualité, même s'ils ont la même certification. Donc, de relativiser ces choses-là et de voir les films qu'on se raconte. Ça, c'est une première chose, je pense, qui est importante. Une deuxième chose, j'avais noté, oui, si on reprend, je l'ai touché un mot tout à l'heure, si on reprend la difficulté à gagner passablement d'argent en lien avec le conjoint, c'est d'aller discuter et d'échanger. C'est vrai, ça te ferait quoi si je gagnais plus d'argent que toi? Comment tu verrais ça? Qu'est-ce que ça te ferait vivre? Est-ce que ce serait difficile, compliqué, en quoi? Enfin, d'avoir un dialogue ouvert en quelque sorte, pour voir quels sont les enjeux chez l'un et chez l'autre. Alors, moi, il me semble que dans un couple, ça va être possible de faire ça, mais en même temps, si on n'y arrive pas, ben, ça montre quand même qu'il y a une certaine difficulté à communiquer. Encore une fois, c'est pas grave, c'est de le voir et de voir qu'est-ce que je peux améliorer pour que la communication circule plutôt qu'il y ait des enjeux cachés. Et puis la troisième chose, tu as touché un mot tout à l'heure, c'est de s'entourer. Pour moi, c'est important de s'entourer. Alors s'entourer, aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'associations de femmes entrepreneurs qui existent. C'est important. S'entourer de mentors, de coachs également qui nous aident à avancer, à progresser. S'entourer d'autres femmes qui vivent peut-être les mêmes situations que nous, créer vraiment de l'intelligence collective. Et je pense que les femmes ont cette capacité, cette facilité à pouvoir justement s'ouvrir et que ça, c'est vraiment un plus. Non seulement c'est un plus, je veux dire que c'est même juste indispensable. Parce qu'il y a beaucoup trop de métiers, on peut se sentir tellement seul dans son coin, on aborde des clients, mais on est vite seul de soi à soi. Et pour moi, c'est absolument nécessaire et indispensable de le faire. Et dire une fois, heureusement, ben, qu'on est une des preuves de plus. Il y a nombreux endroits où on accompagne les femmes et c'est vraiment, vraiment nécessaire. Donc voilà ce qui me vient. Bien. Et donc, on en a touché un peu quelques mots, mais pour moi, effectivement, le sujet du conjoint est important. Donc, qu'est-ce que ça change dans le système du couple, cette notion d'argent et d'entrepreneuriat de la femme? Alors, on va partir du profil que je connais le mieux, qui est le mari est salarié et la femme est entrepreneur. Mais si tu veux aborder les deux entrepreneurs, mais globalement, c'est plutôt ce profil-là.
Qu'est-ce que Donc, ouais. tu voudrais partager sur ce sujet? Alors, moi je pense que c'est important au moment où on se lance, déjà qu'il y ait une discussion au début de quel soutien je peux obtenir de la part du partenaire de vie. Hein, en quoi il est là en soutien, en quoi il m'encourage ou pas. Parce qu'il y a toutes les situations possibles, encore une fois. Et c'est sûr que si j'ai un partenaire qui me soutient, qui m'encourage, ça sera plus facile que s'il va me dévaloriser, c'est de la merde ton truc, comme ça arrive malheureusement aussi, et que je vais devoir faire seul. Donc là, encore plus important de s'entourer ailleurs. Euh, donc voir ce que la femme peut espérer, j'ai envie de dire, comme soutien, et que vraiment qu'il y ait, je trouve que les choses soient posées à plat, quoi. Et peut-être aussi de pouvoir voir que peut-être dans un premier temps, ça demandera, peut-être ou pas d'ailleurs, de faire quelques sacrifices, d'aller peut-être moins en vacances, ou des vacances moins coûteuses, de pas changer de voiture tous les 2 ou 3 ans, ou je ne sais quoi, que être OK avec possiblement ça. C'est pas sûr que ça arrive, mais possiblement ça, au moins d'avoir déblayé le terrain. Ça me paraît vraiment important. La deuxième chose, c'est de ne pas se... Et puis aussi, oui, redéfinir la contribution de chacun. Bon, la contribution, elle peut être autant financière, si on fonctionne avec un pot commun, par exemple, qu'est-ce que chacun va mettre là-dedans, redéfinir ça, si la situation change, mais ça peut aussi être la contribution en termes de tâches de la maison, de vis-à-vis des enfants, voilà, ça peut être tout ça aussi. Je pense que ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes aussi. Il y a une nouvelle situation, donc la manière de fonctionner ensemble doit tenir compte de la nouvelle situation. En tout cas, même si ça peut être discuté d'année en année, 6 mois c'est égal, mais en tout cas, doit tenir compte tout de suite. Parce que le pire, ça serait que la femme qui va peut-être plus s'engager qu'elle le faisait avant et qui voulait absolument garder tout ce qu'elle faisait comme avant, que l'autre ne puisse surtout pas me reprocher quoi que ce soit, montrer que je suis vraiment, que je me débrouille seul et puis qu'il n'a pas à en payer le prix. Tu vois, cette peur-là fait que je peux très vite m'épuiser parce que je mets trop d'énergie à l'extérieur. Cette énergie, je ne l'ai pas pour développer mon activité professionnelle. Oui. Donc, je pense que ça demande de l'unité. Ce profil-là se retrouve assez régulièrement, vu qu'il y a comme on comble quelque chose ou on s'excuse alors qu'on a besoin de tellement d'énergie pour déployer son entreprise. Donc oui, il y a beaucoup de ce profil de femmes. Et que ce sont des situations dans ces profils-là qui sont des candidates à l'épuisement professionnel, hein, enfin l'épuisement général, pas seulement professionnel, hein, d'un trop qui fait qu'à un moment donné, ils en payent le prix au niveau santé. Hein. Oui, parce qu'en fait, finalement, la contribution de temps passé à ce qui est dans la maison ou près des enfants n'a pas de valeur financière, donc il y a comme un déséquilibre fort dès le démarrage, finalement. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une première chose. Moi, j'ai mis également ne pas se laisser seulement influencer par les peurs du conjoint. Je me souviens que je me suis mis à mon compte, je n'ai pas parlé à mon épouse, je n'ai pas, oui, je n'ai parlé, mais je ne lui ai pas laissé le choix. Je lui ai annoncé que je me mettais à mon compte, moi j'ai perdu mon job, ça faisait bien trop longtemps que je ne m'autorisais pas à ça, et il n'y avait pas de discussion possible. Alors, il n'y avait pas concrètement de danger financier, en plus j'étais payé pendant quelques temps, donc j'avais vraiment de marge de manœuvre pendant un certain temps. Mais elle, ça lui a vraiment réveillé ses peurs. Elle a augmenté son temps de travail. Alors je lui ai dit, moi, je n'attends absolument pas ça de toi, mais je sais que ça va marcher. Donc, elle l'a fait, mais pour elle, finalement. Et j'ai dit, c'est pour toi, c'est OK, mais elle en a quand même un peu payé le prix aussi. Et ça fait amusant, je vois son nom apparaît au moment où je parle de ce connexion. Et si tu veux, donc, je ne me suis pas laissé influencer par sa peur, son besoin de sécurité, parce qu'à ce moment-là, je sentais que c'était plus juste. Et elle a eu l'honnêteté de dire, OK, je suis par moments mort de trouille et je vais m'occuper de mes peurs. Ben, c'est intéressant. Puis c'est bien que tu étais déjà dans ce travail avec la relation à l'argent parce que finalement, c'est pas, voilà, à moins d'avoir été accompagné pour avoir cette clarté, c'est difficile en fait de prendre la part des choses et de savoir que en fait c'est les peurs de son conjoint et que je n'ai pas à les prendre sur moi. Et ça, c'est ce qui rend la chose très complexe, je trouve. Parce que ton exemple, finalement, est un peu tronqué, entre guillemets. Alors, tu vois, si on est un peu sauveur dans l'âme, ou un côté un peu maternant, on pourrait effectivement prendre soin des peurs de l'autre, et puis non, c'est trop lourd à porter, c'est pas possible. En plus, ça n'aura pas service à l'autre. Oui, non, tout à fait, mais c'est là où c'est subtil et ça peut vite être sujet de tensions, de conflits. C'est très compliqué. Donc, dans l'idée, bon, je vais parler, j'ai mis ne pas sacrifier, mais ça j'ai déjà touché un mot, ne pas sacrifier, effectivement, d'en faire trop, etc. Et puis aussi, j'ai mis aussi que
Tu vois, comment est-ce qu'on peut trouver aussi comment dire ça, la communication juste avec le conjoint, c'est-à-dire, tu vois, éviter qu'il commence à mettre dans le contrôle, à mettre son nez dans les comptes, savoir, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc. Mais aussi éviter de lui donner zéro information parce que ça va laisser dans le flou et ça va réveiller les peurs. Donc, comment est-ce qu'on peut, voilà, éventuellement discuter, échanger là-dessus, mais d'une manière qui soit plutôt assez tranquille, quoi, et sereine. C'est-à-dire que ça pourrait même vouloir dire, par exemple, écoute, tous les 3 mois, ben, on prend volontiers un temps, je te partage là où j'en suis, voilà ce que j'ai gagné, là où j'en suis et tout ça, comme ça tu as de l'information. Euh, et le reste du temps, voilà, c'est important que tu me laisses sur mon business tranquille, que je puisse vraiment voilà, m'engager pleinement. Tu vois, ça peut être parfois de fixer des règles quand je vois effectivement qu'il y a des. Parce que je vois, hein, je vois des hommes qui vont voir tous les jours le compte de leur femme, et je vois ça parfois, hein, parce qu'ils ont des peurs, etc. Donc, ils vont mettre leur nez à un moment donné. Alors, c'est pas sain, c'est pas juste. Quoi. Les autres ne le vivent pas bien, avec raison d'ailleurs. Hein. Ouais. Donc, je pense que c'est important voilà, de trouver justement, encore une fois, ces règles qui font que ça peut être le plus confortable à vivre malgré l'inconnu et que tout le monde n'est pas prêt à l'inconnu. Surtout que j'ai un partenaire qui s'accroche à son travail de salarié, tu vois, l'autre fait ce qui me fait tellement peur et quelque part, ça vient réveiller mes propres peurs alors que moi, je m'accroche à ça. Le fait que nous soyons deux entrepreneurs avec mon épouse, c'est beaucoup plus facile parce qu'on se comprend tellement l'un et l'autre. Je l'encourage beaucoup et on s'entraide beaucoup aussi parce qu'on est dans le même train quelque part. Et c'est un train qui est joyeux, même malgré son lot d'inconnus. Voilà ce que j'avais noté. D'accord. Et donc, alors, l'autre question, comment bien déterminer son prix quand on est dans le domaine de l'aide aux autres? Pourquoi tant de femmes ont du mal à demander le juste prix? Bon, on a un petit peu abordé, aide aux autres égale presque gratuit pour plein de femmes. Pourquoi une telle croyance? Ouais. Oui, alors, effectivement, donc, j'ai déjà touché un mot, entre autres, dans les peurs de passer pour injuste, profiteuse, etc., etc. Donc, derrière, il y a vraiment cette notion dans le domaine des soins, c'est je veux être accessible à tout le monde. Et une fois, encore plus si j'ai un côté sauveur, encore plus si j'ai un côté maternant développé, encore plus si j'ai une blessure d'injustice qui fait que je veux tellement pas être injuste aux yeux des autres, j'aurais tendance à faire ça. Et je vois ces personnes-là, et je rencontre souvent, vu que je travaille beaucoup avec les coachs thérapeutes, qui vont mettre des prix bas, qui disent comme ça je suis accessible à tout le monde. Et je dis, mais en fait, vous avez peur de passer pour injuste, si vous êtes à un prix plus haut, souvent on me dit oui, mais voyez, vous l'êtes déjà. Vous êtes prêt à être injuste avec vous-même pour pas passer pour injuste aux yeux des autres. C'est parce que moi, je trouve pas ça juste personnellement. Je trouve que c'est du gâchis. Donc, ce côté d'être accessible à tous, si tu veux, moi, je différencie parce que je peux voir l'intention honorable derrière, et vraiment, j'ai envie de la reconnaître. Après, je peux voir par contre, pour moi, la stratégie erronée, qui est effectivement de mettre un prix très bas pour tout le monde. Je dis, mais mettez le prix qui semble être le vrai prix pour vous, pour votre prestation, et vous pouvez toujours discuter voir quel arrangement trouver avec les personnes qui ont des difficultés financières, si vous le désirez. Vous pouvez trouver des arrangements, mais il n'y a pas de raison pour quelqu'un qui peut mettre 80 ou 100 euros pour une séance, il va mettre 30 euros, quoi. Comme j'entends parfois. Parce que ces gens-là sont prêts à mettre 91 euros et vos prestations valent ce prix-là. Donc, tu vois, donc pourquoi tout le monde paierait ce prix-là? Donc ça, c'est vraiment un des premiers gros pièges. Après aussi, dans la relation d'aide, il y a aussi un historique qui fait que pendant très longtemps, dans les hôpitaux, c'était les sœurs, hein, les bonnes sœurs qui étaient des infirmières qui faisaient ça, qui faisaient du bénévolat. Donc dans ces métiers de soins, pendant longtemps, il y a eu des gens qui n'étaient pas payés. Donc je pense qu'il y a aussi comme un historique qui fait que c'est plus compliqué. D'ailleurs, qu'on entend certains dire, mais ça ne fait rien de gagner de l'argent sur le dos des gens qui ne vont pas bien dans leur vie, qui sont mal dans leur peau, enfin, ce genre de trucs-là. Et comme j'aime à le dire, mais aux dernières nouvelles, je suis pour rien s'ils sont mal dans leur basket. Le directeur d'entreprise qui est un tyran, lui, il n'y a pas de problème, il gagne beaucoup d'argent, mais moi qui suis au bout de la chaîne, je ne devrais pas en gagner parce que les gens ne vont pas bien. Là, il y a un truc que je ne comprends pas. Donc, c'est important de remettre l'église au milieu du village, en fait. Hein. Et puis, le troisième piège, il est bien connu aussi, c'est cette difficulté à ces personnes qui disent j'ai tellement de plaisir dans ce que je fais que je peux difficilement demander de l'argent en contrepartie. Et là, tu vois, c'est comme si avoir du plaisir, c'est tellement énorme, parce que malheureusement, c'est encore la minorité dans notre société, que si en plus je gagnais de l'argent, même beaucoup d'argent, ça serait presque indécent, voire obscène, vis-à-vis de ceux qui souffrent et eux qui méritent de l'argent en compensation à la souffrance. Ouais.
Hein, donc on voit le mot travail étymologiquement trépalium, instrument de torture à trois pieds. Voilà, le travail, ça a moins de connotation négative, de lourdeur, de dur, gagner son pain à la sueur de son front, enfin, ce genre de phrase-là. Gagner sa place au paradis, il faut souffrir, c'est pas en prenant son pied dans la vie, tu vois, qu'on nous a expliqué ça. Donc cette notion-là, tu vois, qui fait que c'est comme s'il y avait un monde binaire, quoi. Je vais choisir mon camp, avoir du plaisir et gagner trois fois rien, ou effectivement souffrir et là je mérite de l'argent en contrepartie. Donc moi, mon invitation, c'est de mettre du et, bien sûr, plutôt que rester dans le ou, parce qu'il n'y a jamais personne qui a mis un pistolet sur la tempe en disant c'est interdit, hein, de gagner de l'argent quand on a du plaisir. Donc c'est de voir que c'est encore une fois un film qu'on se fait, des histoires peut-être qu'on a entendues et qu'on croit malheureusement, et de pouvoir passer à autre chose, parce qu'avec cette problématique-là, ben, ces gens vont galérer financièrement, ils vont se rendre la vie dure et ils vont souffrir à leur tour. Et là, ils vont mériter un peu d'argent parce qu'ils souffrent aussi. Et je peux te dire, hein, je vois des personnes qui en font plus que nécessaire, comme s'ils avaient besoin de créer de la souffrance pour s'autoriser, se justifier de gagner de l'argent dans ce genre de métier. C'est inconscient, bien sûr. Hein. Oui, c'est très très intéressant tout ça. Donc, du coup, moi, quand j'ai dit que j'allais t'interviewer, j'ai eu des questions sur mes différents réseaux. J'en ai choisi deux. Puis après, on va conclure avec ton actualité. Donc, il y avait Maya qui dit comment identifier nos blocages vis-à-vis de l'argent. Alors, moi, je pense déjà que ça commence par de l'observation. L'observation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà il y a tellement de situations où on a affaire à l'argent au quotidien que qu'en fait, on va pouvoir observer, tu vois, que je reçois une facture, comment c'est, que je fais mes achats, qu'est-ce que je choisis, je mets la qualité en avant, je mets le prix, que je fais des cadeaux, que je suis capable de me faire des cadeaux à moi ou seulement aux autres, que je négocie un prix. Donc, c'est vraiment de voir dans le couple, avec les enfants, enfin, toutes les pensées qu'on peut avoir. Donc, vraiment, de prendre quelque temps et de s'observer à tout ce qu'on pense avec l'argent, chaque fois qu'on imagine des choses avec l'argent, de voir vraiment de prendre ce temps-là pour aller voir à quel endroit c'est compliqué, à quel endroit je me lâche, peut-être un peu plus que de raison, ou à quel endroit je retiens un peu plus que de raison. Je pense que ça commence vraiment par là, et vraiment, comme peut-être même d'avoir un journal de bord pendant 2 semaines dans lequel je note un peu toutes ces choses-là. Vous allez voir, l'histoire d'argent, ça arrive, je ne sais pas combien de fois sur une journée qu'on a à faire, on discute, on entend parler d'eux, même que j'entends parler de riches, de choses ou de pauvres à l'extérieur, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi. Donc je pense que ça commence par là pour moi. Ouais, voilà. Alors, du coup, il y avait Gaël, donc il y a peut-être un peu différent, enfin plusieurs questions. Comment faire pour élever la valeur que nous nous donnons et à celle de notre travail? Mm-hmm. Elle dit ma difficulté est toujours de me dire est-ce que je donne assez pour ce prix et de fixer ces prix quand les prix sont vraiment différents entre ce que les gens payent. Donc elle habite en Amérique du Nord et en Europe pour du coaching. Du coup, pour ici, je ne suis pas assez cher et en Europe, dans la moyenne. Du coup, elle est voilà, un peu. Alors, déjà pour élever la valeur de ce que nous donnons, bon, ça part déjà de croire que ça a plus de valeur que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Encore une fois, hein, si je donne une valeur auquel je ne crois pas moi-même, ça va se manifester de plein de manières différentes et l'extérieur va me le renvoyer. Et donc, si j'ai de la difficulté à ça, on revient à ce que j'ai déjà dit, c'est aller voir quelles sont les peurs derrière si je donne plus de valeur. Et également, une des choses qu'on peut faire, c'est augmenter la valeur perçue. C'est que dans la manière dont les gens présentent ça, je trouve que souvent les gens présentent ça d'une manière très neutre, tu vois, sans donner de la valeur à ce qu'ils font, vraiment, d'expliquer la valeur à ce qu'ils font. Parce que, bon, je peux faire une séance de Reiki, une séance de massage, de si, mais c'est quoi le bien-être possible, attendu? Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on doit faire des promesses, mais je trouve que augmenter la valeur perçue, ça peut être à travers des témoignages de clients, par exemple. Et là, c'est encore plus facile que des témoignages de clients qui ont eu ça, ça ou ça. Et puis, peut-être à travers des références aussi. Alors, ça dépend des métiers. Hein. On va voir qu'il y a des métiers, mais en tout cas, moi, je vois que je peux avoir des références. Dans des grosses écoles, je suis intervenu, ou dans des médias, je suis intervenu. Alors, chacun à son niveau, bien sûr. Hein. Mais donc, augmenter la valeur perçue, c'est déjà la manière de présenter ça qui fait que la personne dit waouh. Parfois, ça peut être aussi s'autoriser aussi à montrer ce que j'ai fait. Ça peut être en termes de papier. Bien que là, je dirais comme un petit bémol, c'est que je vois des fois des personnes qui mettent tellement de lignes sur ce qu'elles ont fait. Ouais. Je me dis, bon, j'ai dû toucher à tout, mais je ne suis pas sûr qu'elles aient vraiment fait les choses à fond. Donc, des fois, je vois aussi le piège de vouloir tellement montrer ce que j'ai fait que ça doit parler de leur propre insécurité. C'est ça. Donc, peut-être en tout cas, mettre peut-être en tout cas les choses principales, mais avec
avec des phrases ou peut-être voilà, j'ai fait ci et ça permet ça, tu vois, voilà, pas juste j'ai fait ci. Et voilà, donc vraiment d'arriver à donner plus de valeur, plus de goût, plus d'envie à cela. Et ça, je pense que c'est vraiment important, quels que soient les domaines dont parce le problème de l'entrepreneur, c'est qu'on va se retrouver avec plein de métiers différents. On choisit quelque chose au départ, mais tout à coup, je me retrouve à faire des trucs avec l'argent, alors que l'argent, ça n'a jamais été mon truc. Je dois faire des trucs avec l'Internet, la technique, ça n'a jamais été mon truc. Je dois commencer à faire du marketing, le marketing, j'ai jamais eu ça. Donc, tu vois, à un moment donné, ou bien on se fait accompagner, ou bien mais c'est ces multiples casquettes qui font que les choses peuvent réussir à un moment donné. C'est quand on arrive à proposer les choses. Et en même temps, j'aurais envie de dire aussi, ne pas accorder non plus trop d'importance aux choses extérieures. Pourquoi? Parce que je vois des personnes, parce qu'ils croient qu'ils vont faire un super beau site sur Internet, que leur business va flamber. Un site sur Internet, il peut être super beau, mais personne ne met le nez dedans, quoi. Et donc, ça, c'est aussi, tu vois, une manière de chercher comme quelque chose à l'extérieur pour rassurer le client, parce qu'au fond, je ne suis pas tranquille. Moi, j'ai une croyance qui m'aide beaucoup, même si c'est pas que je suis confortable, c'est ce que je vis à l'extérieur de ma vie est juste le reflet de mon intériorité du moment. Donc, si je suis dans la peur, je vais avoir du business qui va pas très bien, des annulations, des choses comme ça. Si je suis dans le contrôle, machin, ben, je vais aussi avoir des choses. Donc, à un moment donné, ce que je vis à l'extérieur, quand tout va très bien, que c'est fluide et tout, je ne me pose pas 10 000 questions. D'un coup, quand je vois, tiens, il n'y a plus d'intérêt, qu'un moment, plus de ci, plus de ça, tiens, qu'est-ce qui se passe? Quel état intérieur te trouves-tu? Es-tu bien dans tes baskets? Es-tu dans la joie de ce que tu fais? Es-tu dans il faut, je dois, des to-do list comme ça, tu vois, et qui n'est pas la même énergie. Donc, j'essaie vraiment d'utiliser ce que je vis à l'extérieur pour me renvoyer à mon intériorité. Je vais peut-être un peu dévier la question, je ne sais plus. Après, j'allais te reconnecter juste brièvement parce qu'elle vit en Amérique du Nord, au Canada. Puis elle disait que là, en fait, il y a vraiment des prix très différents. Et puis en Europe, elle est dans la moyenne par rapport à ses tarifs. Et du coup, comment vivre entre au Canada où finalement elle n'est pas très chère et en Europe où elle est à peu près dans les moyennes de tarifs? Est-ce qu'il y a des choses qui jouent en elle et où aussi il faut écouter son marché? Comment toi tu vois les choses? Alors bon, il y a effectivement une réalité qui n'est pas la même dans chaque pays, mais qui peut être autant qu'il y a des métiers qui n'ont pas la même valeur perçue en Amérique du Nord qu'en Europe, par exemple, si je prends cet exemple-là. Et puis, il peut y avoir parfois aussi des moyens différents d'un pays à l'autre. C'est clair que si j'allais animer dans un pays en Afrique, je ne vais pas faire les prix que j'ai en Suisse, a priori. Tu vois. Donc il y a quel est le niveau d'adaptation que je suis prêt à avoir où je me respecte encore. Après, encore une fois, on revient à ça, comment je peux peut-être augmenter ma valeur et j'ai envie de dire la personne qui intervient sur 2 continents. Enfin, tu vois, moi j'interviens dans 5 pays, seulement 6 bientôt. Je le mets en avant comme une référence potentielle. Et voilà, c'est pas le gars qui fait son truc dans son coin. Et encore une fois, il n'y a rien de grave à faire son truc dans son coin. Je peux très bien faire des super choses dans mon coin. Mais voilà, je suis connu à l'international, donc je le mets en avant, tu vois, mais d'une manière pas égotique, parce que ça change pas qui je suis, quelque part. Je mets, si on veut des références, j'interviens à HEC à Paris, mais c'est pas faire 2 demi-journées par année qui fait que je suis devenu quelqu'un d'extraordinaire, ça ne change rien. Simplement, ça donne la référence, ça donne du crédit, parfois, à des choses comme ça. Donc là, effectivement, il peut aussi mettre en avant le fait qu'elle intervient autant en Amérique du Nord, qu'elle puisse parler de son expérience singulière, qui fait qu'il y a des gens qui auront envie de bosser avec elle, et justement parce qu'elle a peut-être une philosophie, quelque chose qui est un peu différent de ce qui existe déjà. Exactement. Super. Merci beaucoup Christian. Donc déjà je veux quand même citer ton livre qui est vraiment très intéressant et voilà, celles qui ne l'ont pas encore lu, je vous le recommande. Il y a plein de choses que vous allez retrouver dans ce livre. Et du coup, dis-nous un peu quelle est ton actualité en ce moment pour toi. Tu fais des conférences, tu fais des ateliers, on peut les retrouver sur ton site, mais actuellement, quel est ce qui se passe pour toi? Alors juste par rapport au livre, j'en ai écrit 3, mais ça c'est vraiment mon livre majeur effectivement sur la relation à l'argent. Donc mon actualité du moment, j'avais créé maintenant il y a peu plus d'une année une formation sur Internet, j'ai appelé Amis avec l'argent, et que je vais donc relancer donc la première dizaine du mois de novembre à peu près. Donc je vais relancer une nouvelle session parce que c'est une formation qui marche très bien et puis qui permet aux personnes de la suivre là où ils sont sans forcément habiter proche de moi où je me déplace. Donc ça c'est ma partie plus virtuelle, même si je fais des webinaires, je suis également présent avec les personnes, ils ne sont pas juste délaissés dans leur coin.
Autrement, je vais faire également, pour ceux qui sont plutôt dans le sud, je vais faire aussi une formation pour les particuliers à Aix-en-Provence sur la dernière partie de novembre, 2 jours également amis avec l'argent. Et j'interviens également, j'ai des groupes un peu plus pointus, un peu plus VIP, si je parle de valeur perçue, où je travaille avec des petits groupes de 8 à 10 personnes, et un s'appelle l'argent dans les métiers d'accompagnement, spécifique pour les coachs, thérapeutes, voire consultants. J'en ai sur la fin de l'année, décembre, c'était 2 jours plus 3 jours, plus 3 webinaires. J'en ai un prévu à Paris et un prévu en Suisse à ces dates-là. Et puis un autre s'appelle l'argent dans mon projet professionnel, qui est aussi là, c'est 2 jours plus de webinaires. Donc pour tous ceux qui vont se lancer et qui aimeraient déblayer leur relation à l'argent pour que l'argent soit au service de leur projet, ou qui se sont déjà lancés et qui se rendent compte que c'est compliqué avec l'argent. Donc aussi des petits groupes. Et là, de mémoire, j'ai une date sur Lyon sur novembre, et puis j'ai aussi une date en Suisse et à Paris aussi, je crois. Genre ces 3 lieux qui sont prévus pour l'instant. Ok, super, voilà. Ben, vous avez toutes les informations pour rejoindre Christian d'une façon ou d'une autre. Ben, merci beaucoup pour tout cet entretien vraiment très très riche. Et donc, ben, je te souhaite une bonne continuation et puis à très bientôt. Merci Delphine, merci aussi de ton intérêt pour ce thème. J'ai beaucoup aimé aussi les questions que tu as amenées, parce que je trouve que c'était très riche aussi. Et puis j'encourage vraiment chacun à se faire accompagner par toi, par quelqu'un en tout cas, de voilà, vraiment de ne pas rester seul, c'est vraiment important. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Christian. Merci. Bye bye.